Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons corriger le TD que vous aviez à faire sur la synthèse d'un neuromédiateur qu'est la prostaglandine. Alors du coup, vous avez normalement dû mettre en avant plusieurs informations. Le premier document était censé vous montrer que la synthèse des prostaglandines est une cascade de réactions. C'est-à-dire que cette synthèse ne s'effectue pas uniquement en une seule réaction, mais qu'elle nécessite plusieurs réactions, donc plusieurs produits, et donc plusieurs enzymes. Ces réactions sont les suivantes. Certaines molécules de la membrane des cellules vont être transformées en acide arachidonique, et cet acide arachidonique va donner lui-même des prostaglandines. Les prostaglandines, rappelez-vous, provoquent une vasodilatation ainsi qu'une augmentation de la perméabilité des vaisseaux sanguins. Et cette vasodilatation et cette augmentation de la perméabilité sont des symptômes de l'inflammation. Les réactions qui permettent la synthèse des prostaglandines sont catalysées par des enzymes. Elles ne peuvent pas se produire spontanément. Le document 2 vous montrez que des monocytes et des granulocytes cultivés en présence de LPS produisent dans leur cytoplasme de la COX. N'oubliez pas, COX, c'est l'abréviation de cyclooxygénase, et cette COX est une enzyme impliquée dans la synthèse des prostaglandines. C'est l'enzyme qui va permettre la transformation de l'acide arachidonique en prostaglandine. Le document 3 montre lui le mode d'action des enzymes. L'enzyme doit pouvoir entrer en contact avec son substrat par un site actif pour aboutir à la formation des produits. Ce site actif est défini par certains acides aminés. Alors, en effet, les enzymes ont, comme toute molécule, une structure tridimensionnelle, donc une forme en 3 dimensions. Et dans cette structure tridimensionnelle, on repère à chaque fois et chez chaque enzyme un site particulier constitué de plusieurs acides aminés spécifiques que l'on appelle le site actif. Si jamais un des nombreux acides aminés qui constituent le site actif est modifié, alors l'enzyme ne pourra plus venir se fixer à son substrat. Donc ce site actif est très important et il est spécifique d'un substrat. Le document 4 vous présentez l'enzyme COX et on vous explique qu'elle se lie à l'acide arachidonique qui est donc son substrat par la tyrosine 385. Et elle transforme cet acide arachidonique dans un canal qui a été créé au sein de l'enzyme par deux acides aminés, TYR 365 et ARG 120. Alors, vous n'avez bien sûr pas à connaître tout ça, ça vient illustrer ce que je vous ai dit précédemment sur le fait que le site actif des enzymes est constitué de plusieurs acides aminés et que ces acides aminés s'organisent structurellement parlant d'une façon particulière. Alors, le document 5 nous montre que la présence d'ibuprofène entraîne une baisse d'activité de COX. Donc, à partir d'une concentration de 10-4 micromoles, l'activité de COX est nulle. Donc, ceci prouve bien que l'ibuprofène vient inhiber, vient empêcher la production, l'activité de COX et donc la production de prostaglandine, vu que c'est l'enzyme COX qui permet la transformation d'acide arachidonique en prostaglandine. Le document 6 vous permettait, lui, de visualiser l'interaction entre COX et l'aspirine ou entre COX et l'ibuprofène. Et on peut voir que l'aspirine ou l'ibuprofène se fixe au niveau des acides aminés ARG 120, ce qui bloque le canal mis en place par l'enzyme pour la synthèse des prostaglandines. Donc,
La prise d'aspirine ou la prise d'ibuprofène empêche la synthèse des prostaglandines, neuromédiateurs de la réaction inflammatoire. Ils empêchent donc la vasodilatation et la perméabilité des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une limite dans la douleur. Prendre de l'aspirine ou de l'ibuprofène limite la douleur, limite les symptômes que peut générer la réaction inflammatoire. Par contre, ils ralentissent cette réaction inflammatoire puisqu'ils inhibent la synthèse de neuromédiateurs. Alors un petit schéma pour illustrer tout ça. Donc les précurseurs cellulaires, ça correspond aux molécules de la membrane qui sont prélevées pour être utilisées comme substrat de base. D'accord ? Si jamais, donc ce schéma est à connaître, d'accord ? Il n'est pas dans mon cours papier, donc je vous conseille de le reprendre. Ça peut toujours être très intéressant pour illustrer le mode d'action des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires stéroïdiens, sur lesquels on n'a pas travaillé, empêchent le fonctionnement de l'enzyme 1. Ils empêchent donc les phospholipides membranaires, qui correspondent aux molécules de la membrane, d'être transformés en acide arachidonique, et les anti-inflammatoires non stéroïdiens que l'on a étudiés ensemble empêchent la COX de fonctionner, donc empêchent la transformation des acides arachidoniques en prostaglandines. Alors idem, schéma qui récapitule tout ça, hein. Les phospholipides membranaires sont transformés grâce à la phospholipase en acide arachidonique. Ces acides arachidoniques sont transformés en prostaglandines via la cyclooxygénase. On est bien d'accord, juste petit rappel, hein, cette cascade de réactions ne s'effectue que chez les cellules qui synthétisent de la prostaglandine, à savoir les mastocytes, les macrophages et les granulocytes. Bilan. Les molécules anti-inflammatoires bloquent la cascade de réactions chimiques responsables de l'inflammation. Ceci empêche la sécrétion ou l'action des molécules inflammatoires, donc neuromédiateurs, et donc réduit les symptômes de la réaction inflammatoire, sans pour autant soigner l'infection. L'aspirine et l'ibuprofène ne permettent pas d'éliminer l'agent pathogène. Avec ce bilan, nous terminons notre premier chapitre sur la réaction inflammatoire. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisse vraiment finaliser tout ça dans votre tête. Il faut que ce soit clair, il faut que la réaction inflammatoire soit acquise, ainsi que les différentes cellules de l'immunité qui agissent dans la réaction inflammatoire, ainsi que les différents neuromédiateurs synthétisés par ces différentes cellules. Vraiment, vous devez maîtriser tout ça sur le bout des doigts. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.